J'ai échoué et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Comme tous les ans, c'est l'heure du bilan. Et oui, le bilan de la chaîne sur l'année 2025, ce que je ressens, ce que j'ai bien fait, mal fait, ce que je vais essayer de faire en 2026. Vous parler un peu de ma vie aussi, je pense que c'est important pour mieux comprendre comment je fais le travail que je fais sur les réseaux. Peut-être vous allez apprendre des choses, peut-être pas, mais c'était techniquement la meilleure année de ma vie sur les réseaux sociaux, mais aussi une année un peu compliquée. On va parler de tout ça. Mais avant, vous savez ce qui va se passer, non? Oui, vous le savez. Vous le savez, vous le savez. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse ou Italie. Vous allez avoir les vœux STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, A Big Bold Beautiful Journey ou encore Neja 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo & Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement et ça fonctionne si vous avez un abonnement via Canal. Il suffit de vous connecter avec votre compte Canal à HBO. Vous allez avoir une bataille après l'autre, The Smashing Machine ou encore Heated Rivalry, la série Phénomène. Et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Oui, ça fonctionne encore aujourd'hui et c'est plus simple. Si c'est dans l'UE, il y a des tutos qui vous montrent comment faire et ça marche sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, maintenant il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites afin d'y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous game le Thrones en paix, utilisez un VPN. Et parfois vous regardez des films d'une manière bien spécifique comme bon cinéphile que vous êtes et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, vous le serez. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je pense qu'on va changer un peu le décor. Pourquoi pas? Allez, on va enlever le fond vert cette fois-ci. On va bouger ça. Ignorez la boîte de la nouvelle télé que j'ai reçue pour des vidéos TikTok et Instagram, j'en parlerai bientôt. Et ignorez le tableau qui est tombé aussi. Displate, vous vouliez me sponsoriser, mais vos tableaux ils tombent. En plus c'est du métal, c'est grave dangereux. J'éteins la lumière aussi pour créer une ambiance un peu plus austère, évidemment. J'ai pris quelques notes pour parler un peu de ma vie, pour parler un peu de YouTube, donc je vais pas mal lire comme je fais d'habitude, même s'il n'y a pas le fond vert, et c'est mon monteur Nils qui va s'occuper de mettre des images et des choses comme ça. Je fais une vidéo à la cool, même si je lis, c'est relax, c'est une petite vidéo que je fais comme ça pour vous. Beaucoup de personnes ont envie de savoir, je pense, comment se passent mes journées et comment je m'organise, parce que beaucoup pensent aussi que je fous pas grand chose, alors que vous allez vite comprendre que je travaille peut-être un peu trop. Donc, concernant l'organisation de mes journées, de mon travail, le lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche, je travaille sur YouTube de 9h à 18-19h. Ça dépend en fonction des jours, mais en moyenne, c'est ça. C'est 9h, 19h ou 18h. C'est 5 vidéos YouTube par semaine. C'est 6 TikTok et Reels par jour minimum. Quelques exemples, les vidéos actualités, c'est 5 heures de recherche par semaine minimum, c'est 2 heures pour organiser les news et trouver les bonnes images, c'est 2 heures de tournage, montage et on va dire à chaque fois 1 heure de publication sur YouTube, Spotify et les différents réseaux évidemment. Donc c'est des vidéos qui prennent en moyenne 10 heures par semaine. Parfois je vais rater une semaine, donc il y aura plus d'actu que je vais devoir rattraper. Parfois je vais juste avoir moins d'actualités à traiter, ça dépend des semaines, donc parfois ça sera 10 heures, parfois moins, ça dépend du nombre d'actualités qu'il y a chaque semaine dans le monde du cinéma et des séries, et c'est des vidéos importantes pour moi et pour les abonnés de manière générale que j'aime faire, donc ça je continuerai sans problème. Je suis passé de 2 vidéos actualité à 1 parce que maintenant, vous savez, il y a Ragebait tous les jeudis et ça remplace la vidéo actualité du jeudi. En théorie, c'est moins rentable et financièrement et en termes de vues de faire qu'une vidéo actualité par semaine car lorsque tu fais 2 vidéos actualité par semaine, tu as l'occasion de réagir plus rapidement à des actualités un peu croustillantes et ça marche mieux pour l'algorithme et des choses comme ça. Mais vu qu'à Ragebait, j'ai préféré en faire une en général en début de semaine plutôt que d'en avoir 2. Mais qui sait, si un jour j'arrête Ragebait, peut-être j'en referai 2 par semaine. À voir, ça dépend aussi du nombre d'actualités. Donc en tout cas, les vidéos actualités, ça restera, ça bougera pas, c'est toujours pareil. Pour les vidéos critiques, il y a plusieurs catégories. Il y a les critiques les plus rapides, ce sont les critiques d'épisodes de séries. C'est 1 heure d'épisode à regarder. C'est 1 à 2 heures pour écrire. En général, les critiques d'épisodes vont assez vite en termes d'écriture. C'est 1 heure pour trouver les images. Là aussi, c'est rapide parce qu'en fait, tu as l'épisode, tu le télécharges et tu as accès à toutes les images rapidement. C'est 2 heures de tournage, montage et publication. C'est les vidéos les plus faciles à faire, hein. C'est 6 heures en moyenne
moyenne par vidéo. Ça dépend encore une fois si c'est le premier épisode d'une saison, là ça prend plus de temps parce qu'il y a une partie pas spoiler, une partie spoiler. Mais imaginons que cette semaine je fasse la critique de Edge Knight. La critique de l'épisode 2, ça sera bien plus rapide que la critique de l'épisode 1 et je pense que surtout vu la durée de l'épisode, je sais pas s'il y a un intérêt à faire ces critiques-là, je verrai. Ça peut aller vite et bien. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Mais c'est facile à faire, c'est pour ça que j'en ai fait quasiment toute l'année. Alors, c'est facile à faire en termes de vidéo, mais en termes de planning, vu que tu dois être là toutes les semaines, parce que si je commit au fait de faire les critiques semaine par semaine, j'ai envie d'être là. J'ai envie de les faire, sans exception. Parfois, c'est un peu compliqué, surtout quand t'es pas dispo, il y a d'autres événements qui se passent dans ta vie ou professionnellement. Mais j'essaie de faire tous les épisodes quoi qu'il arrive. J'essaie de pas faire 2 épisodes d'un coup. Genre sauter une semaine, un truc comme ça. J'essaie toujours de faire un épisode par semaine. Parfois ça marche, comme pour Pluribus. Au final, Pluribus, ça a mal commencé en termes de vues, mais ça a beaucoup marché vers la fin parce que les gens étaient à fond dans la série. Alien Earth, ça n'a pas du tout marché. Je voulais faire Fallout, mais personne n'a regardé la critique du premier épisode de Fallout, alors les suites, c'est en général catastrophique. Quand vous critiquez une série, le premier épisode, il marche bien en termes de vues, et les épisodes d'après, beaucoup moins, et quand ça commence mal avec le premier épisode, c'est mort. Donc Fallout, je fais la première vidéo du premier épisode, et ensuite je ferai la fin à la saison 2, parce que ça risque de mieux marcher. Voilà, c'est une question de logistique aussi. C'est quand même 6 heures par vidéo minimum. Andorre, ça n'avait pas très bien marché au final, mais Pluribus, c'était cool. Donc ça, je ferai sur The Boys, je ferai sur des grosses séries comme ça, Euphoria peut-être aussi à voir. Les critiques de films classiques, vous savez, celles du mercredi, c'est 2 à 3 heures pour voir le film, forcément, ou le mercredi, ou en séance presse, ou en avant-première publique la veille. En général, c'est 3 à 4 heures en moyenne pour écrire la vidéo, c'est 1 heure pour trouver les images, 2-3 heures de montage ensuite, tournage, publication, c'est pareil. Entre 8 à 10 heures, je dirais 10 heures en moyenne pour ce genre de vidéo. C'est réservé aux gros films populaires. Normal, hein, pas le choix, sinon tu perds du temps et ça vaut pas le coup pour YouTube. Alors, il y a des exceptions. Avatar 3 qui dure 1h13, ma critique, je parle bien. Il faut doubler un peu le temps de chaque truc, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire pendant 4 heures, j'ai écrit pendant 8 heures. 2 heures d'image parce qu'il y a beaucoup d'images à trouver, voire plus même, 3 heures de montage minimum, tournage, publication, ces choses-là. Il y a moins de montage, je vous expliquerai pourquoi après, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Le tournage aussi, quand tu tournes une vidéo qui au final dure 1h13, la vidéo a duré 1h30 à peu près. Donc les grosses vidéos à la Avatar, une bataille après l'autre, il faut compter non pas le double, mais 15 à 16 heures pour ce genre de vidéo. Et c'est pour ça que c'est important aussi de les faire assez rapidement et d'avoir accès à des avant-premières presse, parce qu'Avatar, j'ai pu penser la critique pendant plusieurs jours et semaines. Une bataille après l'autre, c'était compliqué parce que tu sors à 23h, la critique elle est sortie le lendemain à midi, donc j'ai bossé toute la nuit, quoi. J'ai bossé jusqu'à limite midi, quoi. J'ai fait nuit blanche parce que t'as pas le choix. Fatalement, c'est un peu comme ça, donc c'est particulier, mais ça fait partie des grosses œuvres où il y a beaucoup de choses à dire, donc les vidéos sont évidemment beaucoup plus longues. Les critiques de vieux films, genre Avatar 2 par exemple ou Pacific Rim, bah il y a toujours 3 heures de visionnage en moyenne, il y a 7 à 8 heures d'écriture aussi, il y a 3 à 4 heures pour trouver les images, parce que vu que c'est un long film de 2-3 heures, c'est plus dur de trouver les images, même si tu as le fichier sur ton PC. Tournage, publication, montage, c'est encore 3-4 heures à voir, donc c'est pareil, 15-16 heures pour ce genre de vidéo. C'est pour ça que c'est dur de faire des critiques de vieux films, parce que ça prend 2 fois plus de temps qu'une critique d'un film d'actualité. J'essaie d'en faire une par mois, mais j'y arrive pas parce qu'il y a trop d'actu et trop de sorties, mais sinon j'aimerais bien refaire des critiques de plein de films, mais c'est compliqué quoi, en termes de timing, c'est vraiment dur à gérer. Les critiques multiples, vous savez, c'est où je parle de plusieurs films comme je l'ai fait récemment. Alors, faut voir tous les films. Et la majorité des films que je vois aujourd'hui dans ma vie, c'est plus pour moi. Enfin, ça n'a jamais été pour moi, j'ai l'impression. C'est pour le travail. Je dirais 80%, j'en parle après. Donc, je regarde beaucoup de films pour vous proposer du contenu. Donc, les critiques multiples, allez voir Hamnet, Le Match du Kremlin et plein de films comme ça. Bah, j'aimerais en voir plus déjà des films, mais c'est trop compliqué en termes de temps. Et surtout en termes d'horaire, parce que les films au cinéma, c'est 14h, 16h, 18h, 20h. Moi, vous allez voir, je regarde beaucoup de films à partir de 22h, 23h chez moi, parce que c'est là que j'ai le temps de regarder des films. Donc, aller au cinéma, parfois, c'est un peu compliqué, mais j'essaye, je me force, parce que j'adore le cinéma, j'ai envie de vous présenter plein de films. Donc, je trouve que beaucoup des films dont je parle dans ces vidéos, vous savez, de critiques multiples, comme j'ai fait récemment, c'est pour le travail. Je vais pas compter ici le temps de visionnage de tous ces films pour le travail, même si en théorie, bah, je devrais, mais je vais pas le faire parce que sinon la vidéo en théorie elle dure 30 heures hein, pour la faire, mais c'est pas exactement vrai parce que c'est étalé sur plusieurs semaines, donc en fait ça va. Mais ensuite, après avoir vu chaque film, il faut que j'écrive. Vous savez, les posts que je fais sur Letterboxd, c'est mes notes pour mes critiques, en fait, tout simplement. Je regarde mes notes, je me dis, ah oui, il faut que je parle de ça, il faut que je me rappelle de ça, parce qu'il y a des films, je les ai vus à 3 semaines. Si j'écris pas des notes après la sortie du film, en fait, je vais oublier. Il y a des choses que je vais oublier. Donc, ça me prend 20 à 30 minutes pour écrire ces mini-critiques, que je poste sur tous mes réseaux. C'est une manière pour créer un peu du contenu sur tous les réseaux, et en même temps, moi, quand je fais ma critique, d'avoir des notes sans oublier ce qui se passe dans le film, surtout les films un peu moins bien où tu oublies. Et ça prend, vous voyez, 20 à 30 minutes pour écrire une mini-critique. Comme ça, et non, c'est pas fait par IA, je précise, j'écris. Hein. Ça se voit que c'est pas fait par IA parce que j'écris mal. Je suis pas un mec qui écrit, je suis un mec qui fait de la vidéo et j'écris mal, mais c'est mes notes que je mets un peu en forme vite fait pour aussi les abonnés, des choses comme ça, et pour faire de la pub au film aussi.
sur les autres réseaux que YouTube. Parce que YouTube, c'est la plateforme où les gens me regardent le moins. Alors, c'est la plateforme la plus importante, mais c'est celle qui a le moins d'impact en soi. J'en parlerai après. Donc oui, quand je regarde 30 films, il faut multiplier 30 fois 20 minutes, 30 minutes. Donc on va dire que c'est 10 heures réparties sur plusieurs semaines, 2 heures pour trouver les images, 3-4 heures pour tournage, montage, publication, vous connaissez maintenant. Donc c'est des vidéos sans compter le visionnage des films qui prennent 15 à 16 heures aussi en termes de temps effectif de travail. C'est en effet plus facile à faire car le temps de travail est réparti sur le mois entier parce qu'il y a une vidéo comme ça tous les mois. Je dirais, c'est moins pénible que les critiques du mercredi ou les critiques de vieux films où là c'est quasiment du one shot. Quand je regarde Avatar 2 ou 3, le lendemain j'écris toute la journée pour la vidéo en question. Donc c'est un peu différent et ça me permet du coup de parler de plus petits films, plus petites séries. Comme ça vous avez des avis sur un peu tout et je me concentre pas que sur les gros films. Et j'ai trouvé une méthode aujourd'hui pour faire un peu de vues dessus. Même si YouTube, pour parler de films petits, important de manière efficace, c'est pas adapté. Aujourd'hui, la manière la plus adaptée, c'est TikTok et Instagram. J'en parlerai aussi après. Les critiques de séries et de saisons entières, c'est un peu compliqué parce que c'est 6 à 8 heures de visionnage. Pour le coup, c'est 5 à 6 heures d'écriture. C'est 2 heures à 3 heures pour les images. Et encore une fois, c'est 3 heures montage, tournage et publication. Donc les critiques, genre Heated Rivalry, j'ai regardé les 6 épisodes, c'est à peu près 45 minutes, donc ça va. Ensuite, écriture, tournage, tout ça. Ça peut aller entre 14 à 18 heures de travail pour une critique d'une saison de série. Ed Gein, c'était horrible, je me rappelle très bien parce que Ed Gein, c'est sorti le vendredi, j'ai maté les 8 épisodes d'un coup, j'ai écrit pendant des heures et j'ai tourné jusqu'à 4-5 heures du matin pour sortir la vidéo le lendemain. Parce que t'as pas le choix. En fait, sur YouTube, il faut être le premier si tu veux que tes vidéos fassent des vues. Si tu veux survivre sur YouTube, il faut être le premier. Sinon, ça marche pas. C'est comme ça a toujours été comme ça, malheureusement. Pas le choix. C'est dommage, c'est la vie aussi, mais c'est comme ça, voilà. Faut vous dire la vérité aussi. Donc, parfois, ça va en termes de travail. Parfois, c'est chiant quand tu dois taper toute la série et ensuite bosser pendant encore 8 heures, quoi. Donc, tu fais des journées de 16 heures d'affilée durant la nuit, ça détruit ton cycle du sommeil. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Je vous explique que je me plains pas, hein. Je dis juste comment ça fonctionne et comme ça, vous avez un peu une idée de comment je travaille. Parfois, il y a des vidéos beaucoup plus simples à faire, hein, pour le coup, et ces vidéos simples à faire, elles permettent de respirer. Le React que j'ai fait au Vidéo Club de Combini, trop bien, parce que le React, il a pris genre 1 heure d'écriture vite fait pour écrire quelques trucs, 1 heure de réaction et quelques, 1 heure de montage, publication, c'est allé très très vite, c'est efficace, ça fait pas mal de vues. Donc il faut faire aussi ce genre de vidéos pour respirer et pouvoir traiter d'autres vidéos par la suite. Et marche bien en plus, et vu qu'elles sont rapides à faire, il faut les faire aussi. Les vidéos actualité mais un peu différentes, c'est-à-dire les films à voir dans l'année, ça peut être 6 heures de recherche pour celle-ci je crois, 2 heures pour trouver les images et 3 heures tournage, etc. Donc c'est des vidéos à 11-12 heures pour une vidéo. C'est des vidéos cool que j'aime bien faire, elles sont importantes aussi. Les réactions bande-annonce, alors là c'est le Saint Graal. Les réactions bande-annonce, c'est genre 3 minutes la bande-annonce, c'est même pas 1 heure d'écriture, c'est même pas 1 heure pour trouver les images, c'est même pas 1 heure, enfin 1 à 2 heures on va dire pour tournage, montage et publication sur les réseaux. C'est parfois nécessaire et ça marche très très bien, les réactions bande-annonce, donc il faut les faire aussi, ça permet de respirer. Mais en général, je les fais en plus d'une autre vidéo le même jour parce que elles pop comme ça. On a rarement les dates des bandes-annonces, c'est juste elles apparaissent et tu dis oh putain, là faut que je bosse 3 heures d'affilée parce qu'une bande-annonce vient de pop. C'est comme ça, mais il faut être un peu flexible et parfois t'es pas dispo, il se passe des choses, bref. Mais elles marchent très très bien les vidéos de bande-annonce, surtout vu le travail que tu mets dedans, quoi. Donc faut continuer à les faire. Les recommandations de films, genre les films à voir dans sa vie, je compte pas vraiment le visionnage de ces films-là, car je regarde beaucoup de ces films pour moi aussi, et parfois je remate ces films pour plaisir. Mais en théorie, pour certains de ces films, je devrais compter en temps de travail en réalité. Mais ça me prend, sans compter les films, 2 heures d'écriture, 1 heure pour trouver les images, 2 heures de tournage, publication, tout ça. C'est des vidéos simples à faire en soi, mais prennent du temps parce qu'il faut remater les films. Et j'ai envie de proposer des films que moi j'ai pas vus pour me motiver à voir des films cultes, à en découvrir. Donc c'est toujours un petit peu particulier et j'essaie d'aligner ça avec, vous savez, un film français, des films qui sont en salle actuellement, des choses comme ça. Bon, c'est comme ça, mais ça me permet justement de parler de films un peu différents, culte, et ça me permet de faire le Rage Ciné Club sur TikTok et Instagram aussi. C'est des vidéos que j'aime bien faire et c'est important pour, je pense, tout le monde de recommander des films cultes et pas que l'actualité. Pour les vidéos top, flop de fin d'année, en théorie c'est pareil, hein, c'est assez rapide à faire parce que c'est 2 heures d'écriture, 2 heures d'image, 2 heures de publication, etc. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut rattraper tous les films. Genre quand tu fais une vidéo top de fin d'année, t'as souvent en décembre une trentaine de films à rattraper pour tes vidéos top et flop, surtout top. En flop, tu t'en fous un petit peu, mais top, t'as envie de rattraper certains films, surtout les séries. Ça prend du temps quand tu rattrapes des séries pour les vidéos meilleures séries de l'année. Oui, ça prend donc beaucoup de temps que je vais inclure dans un autre moment pour le temps de travail. Après, il y a plein de vidéos que je fais de temps en temps que j'ai envie de refaire. J'en ai une sur Samuel Etienne que je dois faire depuis super longtemps, mais c'est les vidéos où je vais juger les goûts des gens, genre Papsan, Cyprien. Donc là, il faut regarder les films en soi, si tu les as pas vus, et conseiller d'autres films. Donc tu dois revoir ou découvrir ces films-là. Mais sinon, faire la vidéo en soi, c'est rapide. C'est 2 heures
fois le nombre de films à voir, donc en termes de visionnage. Mais sinon, c'est 2 heures d'écriture, 2 heures d'image, 2 heures de tournage et publication. C'est des vidéos cool, je trouve, et bien à faire, que les gens aiment bien. Les vidéos débat, comme vous savez, celle que j'ai faite sur Letterboxd, la vidéo sur les acteurs, sur l'impact culturel d'Avatar, ça peut être entre 4 à 8 heures d'écriture en fonction du sujet, s'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est en général de l'écriture que je fais sur des mois. Vous savez, le truc qu'on sous-estime peut-être dans le travail de youtubeur, hein, surtout dans ce genre de domaine, c'est que parfois j'ai une idée de vidéo et je me dis, ok, j'ai envie de faire une vidéo sur Letterboxd, et parfois je vais voir des trucs pendant des mois. Et je me dis, ok, là j'ai assez de contenu pour faire ma vidéo sur Letterboxd parce que j'ai pensé à plein de trucs, il y a plein d'événements qui sont passés où je me dis, ça c'est intéressant. Et comme la vidéo que j'ai faite sur l'IA il y a 1 an déjà, j'ai eu genre 6 mois d'écriture en soi, mais genre tu sais 5 minutes par-ci par-là, donc 5 minutes par-ci par-là, 15 par ici, 20 par-là, lecture d'articles, de choses comme ça. Donc en soi ça prend entre 4 à 8 heures en fonction du sujet. L'impact culturel d'Avatar, c'est aller plus vite, c'était genre 4 heures d'écriture. La vidéo sur l'IA, c'était peut-être 12. La vidéo sur Letterboxd, c'était peut-être 6. Mais voilà, espacé à chaque fois dans des situations où tu as le temps d'écrire. Quand je fais à manger, dans le train, quand je marche aussi. Je travaille beaucoup en marchant, ce qui est un peu chiant. J'en parlerai après. Donc c'est des vidéos qui prennent 10 heures en moyenne et que j'aime bien faire aussi. Les vidéos voyage que j'ai faites comme ça sur la Jordanie, j'en ferai plus parce que c'était trop long à faire et ça marche pas du tout. C'était genre 25 000 vues pour la vidéo la plus longue de ma chaîne et la plus cool, je pense, que j'ai faite de ma chaîne. C'était genre 70 heures de travail entre filmer sur place pendant des heures, faire des dizaines d'heures de recherche, une quarantaine dans ce cas-là, 15 heures de montage, publication, etc. Il y avait beaucoup de montage dans ces vidéos-là, donc fallait le faire. C'est des vidéos cool, importantes, mais encore une fois, impossible à faire en termes de temps. Ça m'a pris des semaines, c'était insupportable. En plus des vidéos habituelles, hein. C'est pas comme si j'ai mis ma chaîne en pause pour faire la vidéo. Genre je sortais les mêmes vidéos d'habitude et j'ai sorti la vidéo sur la Jordanie en plus. Je suis pas un youtubeur qui peut faire des pauses. Genre vraiment, si je fais des grosses vidéos, c'est en plus du travail qu'il y a déjà à faire. Maintenant, vous avez l'émission Ragebait tous les jeudis, donc 3 heures d'émission. Voilà, c'est le temps que ça prend pour faire l'émission. Il y a 3 heures de déplacement pour aller à Paris, tout simplement, parce que l'émission est à Paris, j'habite à Lille. Il y a aussi 3 heures par semaine pour trouver les invités, préparer l'émission et plein d'autres trucs à gérer par rapport à l'émission. Donc je dirais que c'est 9 à 10 heures par semaine pour faire Ragebait. Donc c'est tout le jeudi, entre guillemets, hein. Et c'est uniquement possible parce que c'est Paf qui fait le reste du travail, quoi. C'est lui qui trouve les affiches, c'est lui qui envoie les mails et qui organise beaucoup de choses. Moi, je fais rien en soi sur Ragebait. Je fais très peu de choses comparé à lui. Sur Ragebait, donc je le remercie par rapport à ça. Moi je fais acte de présence, c'est un peu d'organisation de certains choix et on parle ensemble. Mais c'est lui qui fait le travail technique derrière et ça lui prend du temps aussi, pour le coup. Donc c'est cool d'avoir une émission en cinéma qui permet d'avoir des discussions un peu différentes, un format long, avoir des invités, des choses comme ça. On va faire pendant 1 an minimum, parce qu'il faut savoir que l'émission me coûte en moyenne 6 000 € par mois. Et ça me rapporte pas d'argent. Enfin, je perds 5 000 € par mois. Enfin, ça me rapporte pas du tout d'argent. Cette émission, je perds beaucoup d'argent avec. Là, ça va. J'ai des partenaires, CyberGhost et tout qui est toujours là. Donc, c'est CyberGhost au fait qui finance l'émission sans forcément s'en rendre compte. Mais c'est ce que je gagne avec CyberGhost tous les mois qui va dans l'émission en moyenne, hein, pour vous donner une idée. Donc, c'est CyberGhost qui finance l'émission à 100%. Même si c'est pas eux qui sponsorisent, c'est eux qui financent l'émission. Et encore, l'émission, elle coûte que 6 000 €. Car il y a le plateau, les déplacements, il faut payer les déplacements des invités aussi, mais on ne paye pas assez, le monteur, coucou Nils, on ne le paye pas assez, c'est la vérité, il n'est pas assez payé, et tu ne seras jamais assez payé Nils, je te le dis maintenant tout de suite. Bon, je rigole, on essaie de trouver des solutions. Paf, il n'est pas payé non plus, moi je suis pas payé, vous vous rendez compte, donc en fait on perd de l'argent, tout le monde perd de l'argent dans cette histoire de Ragebait, et oui, comment on fait? C'est ça la question. Bon, c'est un autre débat, et ça marche pas aussi bien que juste moi qui lance ma caméra en Twitch. Moi qui fais un Twitch en mode facecam, ça marche mieux que Ragebait en réalité. Mais c'est différent, c'est un format où on peut parler avec des gens, on peut donner une sorte d'opportunité à des gens de parler d'œuvres, à des spécialistes, des journalistes, des critiques, des influenceurs, des artistes. On a eu Orelsan, on a eu Mike Bentala, il y a d'autres artistes et auteurs qui veulent passer dans l'émission. Donc c'est hyper important. On a eu Jérémy Perrin aussi qui est venu parler d'Avatar, il n'est pas venu parler de ses films, mais il est venu parler d'Avatar. Il y a plein de gens qui sont hyper qualifiés, qui viennent dans Ragebait et c'est un peu le but de l'émission. Il y a plein de gens fascinants qui sont dans l'émission et c'était l'objectif derrière Ragebait. Moi je m'en fous si je fais pas d'argent dessus. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien ne pas perdre trop d'argent. Si je perds un peu d'argent sur Ragebait chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année, ça va. Si je perds 5 000 € par mois, compliqué. Voilà, honnêtement, très très compliqué. On va voir. Donc l'idée, c'est un peu d'atténuer cette perte. Je pense pas que l'émission fera du bénéfice un jour. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, je pense que l'émission sera toujours à perte. Mais si elle est un peu à perte, ça va. Si à côté, moi, j'ai des sponsors, TikTok, Instagram, YouTube, ça va. Si j'ai encore CyberGhost, ça va. Mais 5 000 € par mois, c'est trop, quoi, pour ce genre d'émission en termes de perte, hein. Donc si on peut payer les gens convenablement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, et ça sera sûrement jamais le cas, tout en étant un peu cynique, j'espère que ça sera le cas un jour, mais vu le genre d'émission niche, cinéma à discussion, c'est quasiment impossible. Et en plus de ça, j'aimerais juste faire cette émission parce qu'elle est cool, j'aime bien la faire, et en même temps ça permet de donner une parole et une voix à des gens qui sont peut-être moins mis en avant et qui voilà, ne parlent pas souvent de ces choses-là. On a eu des animateurs, on a eu des spécialistes de plein de sujets différents. La semaine prochaine, on a un spécialiste de David Lynch, par exemple. Enfin, c'est fascinant. Vous allez voir, vous allez adorer. Et ça, c'est pour ça aussi que je me retape tous les films de David Lynch.
avant cette émission parce que j'ai pas envie d'être largué. Il y en a un que j'ai pas vu en plus, donc ça me permet de le découvrir aussi. C'est ça qui est important aussi. Donc voilà, Ragebait c'est compliqué, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent, mais pour l'instant c'est un kiff et j'ai promis de la faire pendant 1 an. J'ai mis voilà l'argent de côté, les 70 000 € de côté pour l'année. Et on va faire ça comme ça. En tout cas, c'est le plan et on verra si ça se passe bien, on continuera. Et le jour où je fais Ragebait, j'en profite pour faire d'autres émissions chez d'autres gens. J'ai fait Jokariz récemment par exemple. Et ça me prend en moyenne chaque jeudi 4 heures de plus de travail pour faire ce genre d'émission. Ensuite, évidemment, il y a toute l'organisation des mails, des partenariats, de la facturation, de la comptabilité qui prend du temps mine de rien. Surtout que moi, j'achète des trucs qui sont chiants en termes de facture. C'est pas juste un prestataire qui m'envoie. Il y a des trucs, Canal, choper les factures de Canal avec la TVA et tout, c'est un enfer, hein, pour vous dire, ça prend des jours et des jours. Il faut envoyer des lettres avec des avocats pour qu'ils répondent, c'est insupportable. Donc ça prend du temps pour littéralement avoir accès à des factures basiques pour ton travail. Ça arrive tout le temps, hein. Ça marche pour toutes les factures, c'est insupportable quand t'es un mec qui fait du ciné, c'est trop chiant. J'ai aussi un agent depuis octobre qui s'occupe beaucoup de moi et un autre qui s'occupe surtout de Ragebait, donc ils me permettent de gagner beaucoup de temps et d'avoir plus d'opportunités, donc ça c'est très très cool. Je bosse avec du coup Paf sur Ragebait et c'est Nils qui s'occupe, moi je dis que c'est mon homme à tout faire, il fait tout, il fait le montage de certaines vidéos comme celle-ci, s'il met des bruitages et tout c'est sa faute, il fait des miniatures que vous voyez de temps en temps maintenant pour les critiques, il fait un peu tout ce que j'ai pas le temps de faire, donc c'est génial, merci Nils. Et donc pour résumer, je dirais que YouTube ça me prend facile 60 heures semaine de travail, je finis YouTube en moyenne à 18-19 heures par jour, en moyenne, hein, et ça inclut tous les jours, sauf le samedi. Mais samedi, on en parlera après, c'est depuis ce début d'année. Mais sinon, c'est tous les jours, je bosse YouTube. Ensuite, il faut rajouter 1 heure par jour pour faire les sites TikTok et Reels par jour, donc c'est pas rien, mine de rien, et sur tous les sujets possibles, hein. Tout ce que je vois passer, je fais un TikTok. En fait, il y a tellement de TikTok à faire par jour, c'est ma stratégie, hein, c'est le volume, que je prends tout. Je prends tout. Si j'ai envie de parler d'un truc, je parle de ce truc. Du coup, je parle de tout, mais vraiment tout. Et c'est le problème de travailler autant, hein, c'est que parfois la qualité varie entre les différents formats. Il y a des TikTok qui sont un peu moins bien, moins originaux, moins intéressants. Voilà, parce que t'en fais tellement à la chaîne de manière industrielle que t'as pas le choix. Pareil pour les vidéos YouTube. Alors les vidéos YouTube, je fais plus attention de manière générale, mais les TikTok, c'est vrai que s'il y a un TikTok de merde que j'aime pas, je le poste quand même parce qu'on sait jamais. Tu sais, Nick, j'ai un TikTok que j'ai détesté faire sur Timothée Chalamet et son daron qui ressemblait à Jeffrey Epstein et ça fait 400 000 vues, même plus. J'étais en mode oh merde, j'aurais pas dû le poster celui-ci, mais bon, tant pis, c'est posté maintenant. Donc je finis YouTube à 19h. Je finis TikTok à 20h, on va dire, et il faut rajouter, on va dire, 2-3 heures dans sa journée pour faire les tâches de la vie. Manger, faire du sport, cuisiner, faire ses courses. Donc il est, on va dire, en moyenne 22 heures. Et c'est là qu'en fait, je fais plein de choses aussi. Quand je cuisine, je lis mes mails. Quand je marche dans la rue, je vous jure, je lis mes mails. Ça m'arrive parce que ça me permet de gagner du temps. C'est quasi non-stop. Et à partir de 22 heures, je me pose devant un film. Parce que j'essaie de regarder un film par jour. Parfois, je compte ça dans du travail et parfois non. Mais je me force à regarder un film par jour. Et en général, 1 ou 2 épisodes par série, au moins 1 par jour si je peux. Donc la fin de journée en général, c'est à 1h du matin. Et 80% des films, je dirais, sont pour le travail. Allez, peut-être 85-90% des films, je les regarde pour le travail. Là, je me remate tout David Lynch. Génial, en fait, c'est aussi personnel. C'est super, j'adore Lynch, c'est trop bien. Mais en même temps, je le fais de manière urgente, donc je sais que je dois tout regarder avant la fin de ce week-end pour le travail. Donc vous voyez, c'est ce mélange un peu bizarre où je dois me dépêcher pour regarder certaines œuvres, même si j'ai pas forcément envie à ce moment-là. Genre me remater Inland Empire de Lynch, j'ai grave la flemme. Me remater Dune de Lynch, j'avais grave la flemme, mais je l'ai fait quand même. Donc je me remate tout parce que c'est le travail. Donc je dirais que 80% c'est toujours pour le travail, parce qu'il y a des films genre le match du Kremlin, oui j'avais un peu envie de le voir mais j'aurais pu attendre. Mais vu qu'il fallait sortir la vidéo sur le match du Kremlin et sur Amnet, je suis allé voir les séances le plus vite possible. Donc c'est un mélange de passion, travail, et parfois il y a des films que j'ai pas... Marsupilami, j'ai pas envie de le voir, et je l'ai vu pour faire la critique, et la critique sortira la semaine prochaine. Il y a des trucs comme ça. Donc je dirais que oui, 90% des films sont pour le travail, et parfois 10% j'arrive à mettre des films pour aussi mon plaisir personnel. Et j'en parle aussi sur les réseaux, mais c'est vraiment un film où je me dis, genre là, dans une semaine, je vais me taper Man on Fire, tu vois. C'est un genre de truc où je me dis, j'ai envie de me le taper, je vais me le mater, et c'est pour moi ça. Je vais en parler, hein, il sera sûrement dans le Red Cine Club de février, mais c'est pour moi. Par contre, là, Lynch, il y en a plein qui sont pour moi. Lynch, j'adore, évidemment, mais c'est aussi pour le travail. Donc voilà, c'est une petite précision. Je ne me plains pas, encore une fois, je précise. Je vous explique juste comment ça se passe et je vous explique comment on peut calculer la charge de travail. J'essaie de faire 300 films par an maintenant, mais je pense réduire à 250 parce que c'est compliqué. Pour avoir une vraie qualité de vie, regarder 300 films, c'est un peu compliqué chaque année. Même si c'est mon travail, c'est vraiment compliqué. Donc, conclusion, on est à 60 heures de YouTube par semaine en moyenne, 7 heures de TikTok et Instagram par semaine en moyenne, 7 heures pour d'autres tâches liées, compta, email et ça, par semaine, et 4 heures pour faire des émissions avec d'autres personnes. Donc on est à facile, sans compter les films que je regarde un par jour, hein, on est à 70 à 80 heures semaine de travail, et si on compte les films que je regarde, les 1 film par jour, on augmente à 90-100 heures par semaine. Bon, c'est un rythme de vie, voilà, honnêtement, vous vous rendez bien compte que le concept de week-end, pour moi, n'existe plus depuis des années, surtout l'année 2025 où j'ai beaucoup bossé.
Le burn-out est toujours très proche, je vais pas vous mentir, hein. Parfois je suis vraiment au bout du rouleau, parfois je me sens vraiment submergé par tout ce que je dois faire, par toutes les tâches, toutes les missions de ma vie, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle. Donc oui, le burn-out, moi j'admets, il est toujours très très proche. En fait, je suis toujours à la limite du burn-out et on bosse avec ça, quoi. C'est aussi stimulant, je vais pas vous mentir, hein. Pour remédier à ça, je me forçais en 2025 à partir en vacances pendant 3 jours minimum, autre part, quitter la France, partir, être un peu dépaysé. Toutes les 6 semaines, je me suis dit, du coup, j'ai fait 9 voyages, si je dis pas de bêtises, en 2024. Donc, toutes les 6 semaines, je me barrais. Donc, l'avantage, c'est que trop bien, je vois le monde et moi, j'adore voyager, hein. C'est ma passion numéro 1 avec le cinéma, c'est voyager. Donc, j'adore ça. L'inconvénient de ça, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais toute l'année, il y a du contenu. Que ce soit sur YouTube, TikTok ou n'importe quelle plateforme, il y a toujours du contenu. Donc, même quand je suis en vacances, il y a du contenu. Ça veut dire que lorsque je pars en vacances, je fais du contenu en avance. Donc, en théorie, vu que vous avez toujours le même contenu quoi qu'il arrive, est-ce que je pars vraiment en vacances? Oui, parce que je pars en vacances et je le ressens un petit peu, mais ça veut dire que avant de partir en vacances, je travaille beaucoup plus. Et ça, c'est difficile. En général, je pars en vacances avec une nuit blanche, voire 2, voire 3 dans la semaine. Je profite beaucoup moins des vacances parce que je suis fatigué évidemment. Et en vacances, je réponds quand même à mails et à d'autres demandes, hein, parce qu'elles sont urgentes et il faut répondre, on n'a pas le choix, vacances, pas vacances. Je pars pour la première fois en vacances depuis que j'ai commencé YouTube à temps plein, donc ça fait 2 ans que je suis sur YouTube à temps plein, et je pars pour la première fois en vacances pendant 2 semaines d'affilée, là, dans quelques mois, et j'ai commencé à travailler dès maintenant les vidéos à faire pour dans quelques mois, pour que lorsque je suis en vacances, il y a quand même des vidéos. C'est une vie, donc voilà le travail que je peux pas faire parce que je suis en vacances, je le décale sur les semaines où je suis pas en vacances, donc ça augmente ma charge de travail pendant des semaines et des semaines. Surtout là, je vais partir 2 semaines, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment je vais faire pour l'instant. Je sais pas si je vais réussir à faire le même nombre de vidéos. Peut-être je vais réduire un peu le nombre de vidéos du mode vacances, on va dire, le rage des vacances. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos, du contenu. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire non mais t'inquiète, t'as pas besoin de faire des vidéos pendant 2 semaines. Oui, mais malheureusement, c'est très sympa. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est l'algorithme. Si tu fais pas des vidéos tout le temps sur toutes les plateformes, t'es mort dans l'œuf comme pas possible. Donc il faut faire des vidéos tout le temps. Donc c'est compliqué pour moi les vacances. Et là je vais voir ce test de partir 2 semaines d'affilée, voir ce que ça donne, voir ce que ça fait. 2 semaines d'affilée, c'est-à-dire qu'il faut 8 vidéos YouTube à faire en avance. Donc voilà, c'est quand même beaucoup. Et 5 fois 14 TikTok. Je suis déjà, putain, une 60aine de TikTok à faire pour les vacances. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et le truc, c'est que je choisis mes vacances en fonction des sorties cinéma et séries. Là, j'ai choisi une période où il y a moins de sorties salles, sorties séries. Je vais rater des trucs en plus, hein, donc c'est jamais parfait. Mais j'ai choisi cette fenêtre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties et je choisis toujours mes sorties cinéma. Donc voilà, donc je choisis toujours mes vacances en fonction des sorties cinéma et c'est toujours un peu compliqué de vivre et de profiter des vacances quand tu bosses autant. Bon, c'est un choix, c'est la vie, c'est comme ça. Forcément, ça impacte énormément ma vie personnelle, hein, ma vie familiale, ma vie sociale avec mes amis, ma vie de couple aussi. Ça fait 3 ans que je suis avec ma copine et c'est le problème numéro 1 de notre relation, c'est mon travail évidemment et la charge de travail que j'ai, tu passes moins de temps avec tes proches à cause de ça aussi, au point où ça risque d'être le facteur numéro 1 d'une potentielle rupture, ça c'est une évidence. Et je vois beaucoup moins mes amis, en 2025 je les ai quasiment moins vus que toutes les autres années je pense de ma vie. Je sociabilise beaucoup moins dans ma vie. Ma vie sociale, on a pris un énorme coup, hein. Ça c'est la vérité aussi. Alors oui, je rencontre du monde via RageBait et d'autres trucs de cinéma et tout, donc ça c'est très cool. Mais ma vie sociale personnelle, hors travail on va dire, elle a pris un gros coup, ça c'est une évidence, je sors beaucoup moins. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où je suis beaucoup moins sociable à cause du travail. Alors moi je reste quelqu'un de sociable, extraverti de base, mais à cause du travail, j'ai dû dire non à énormément de choses parce que je bossais quoi. Mes amis, je les voyais parfois toutes les semaines, maintenant je les vois parfois tous les 2-3 mois quoi. Donc, encore une fois, ça c'est le travail. Quand j'étais en CDI et je faisais YouTube à côté, en fait j'étais obligé de sociabiliser parce que le travail, parce que t'as plein de choses comme ça, donc tu sociabilisais. Par contre, j'avais pas le temps de faire d'autres choses comme bien manger et mon sport quand j'étais justement en CDI plus YouTube. Décembre dernier, pour rappel, j'étais à 103 kilos. Là, aujourd'hui, depuis on va dire septembre, moi je suis à 87 kilos. J'ai du mal à baisser de 87 en ce moment. Depuis septembre, moi je suis à 87 kilos, donc j'ai quand même perdu du poids. Mais j'ai envie de perdre encore un peu plus de poids, je me sens encore un petit peu gros. Voilà. J'ai eu le temps de mieux dormir, sauf quand mon cycle du sommeil est un peu baisé à cause des sorties cinéma. Mais j'ai aussi l'occasion de mieux manger un petit peu, même si parfois c'est pas facile en fonction de la charge de travail où je me prends juste un petit truc et puis basta. C'est mieux d'un point de vue physique, en plus j'ai arrêté l'alcool, d'un point de vue psychologique et mental depuis que je suis YouTube à temps plein. Par contre, ma vie sociale, personnelle, privée, a pris un vrai coup quoi. Ça c'est une évidence et il faut en parler aussi. Encore une fois, c'est pas une plainte, c'est juste un constat. Et c'est un style de vie qui est certes très engageant, qui est fun, et qui est facile. Hein. Pour le coup, c'est un mode de vie qui est facile. C'est très laborieux, mais c'est facile. Je veux dire, faire des vidéos YouTube, faire plein de choses différentes, c'est facile en soi. Maintenant, ça prend un temps fou. C'est ça la vérité aussi. Et ça me fait échouer dans beaucoup de catégories. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « J'ai échoué ».
c'est que dans ma vie personnelle, sociale et privée, j'échoue. Ça, c'est la vérité, quoi. Elle est beaucoup moins bien, quoi. Ma vie sur Internet, je lis aussi beaucoup moins de commentaires, sauf sur YouTube où j'essaie de tout lire, mais c'est pas possible. Je réponds plus trop aux mails des gens, sauf pour des partenariats. Je fais plus trop d'interviews comme avant pour des mémoires, pour des étudiants, parce que j'ai plus le temps, malheureusement, quoi. Donc j'échoue aussi dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie sur mes réseaux par rapport à la communauté, quoi, par rapport aux liens que j'avais à l'époque avec une communauté. Maintenant, vu la charge de travail, vu le nombre d'abonnés, malheureusement, c'est juste plus possible, quoi. Je réponds plus aux DM. Les DM, avant, j'essayais de répondre. Maintenant, c'est plus possible de répondre aux DM. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est un peu compliqué. C'est comme ça. Donc je sens vraiment que j'ai échoué d'un certain point de vue pour des raisons personnelles. Et j'échoue aussi envers ma communauté d'un certain point de vue aussi. C'est-à-dire que ma communauté a beaucoup plus de contenu, et tant mieux pour elle, mais aussi le côté, le lien que j'avais avec la communauté, il s'est clairement effrité aussi, quoi. Parce que, voilà... il n'y a plus le temps, quoi, tout simplement. C'est la vie, c'est comme ça, et c'est le travail. Quand ça se passe bien, malheureusement, il y a des choses qui font qu'on doit faire des sacrifices. Et je m'excuse pour tous les gens avec lesquels je vais faire des mémoires, des interviews. Maintenant, en plus, j'ai beaucoup isolé les gens qui sont à Lille, alors que Lille, c'est ma ville. Mais maintenant, je fais que des trucs en vidéo à Paris, parce que le jeudi, je suis à Paris, je fais Rage Bait, donc j'en profite pour faire toutes les émissions en vidéo. Mais tout ce qui n'est pas une émission en vidéo aujourd'hui, la vérité, c'est que je le fais plus, quoi, parce que j'ai plus le temps, malheureusement, et je m'excuse pour ça. C'est le jeu, voilà, c'est comme ça, hein, je suis moins présent pour tout le monde, la communauté, les amis, ma famille, mais c'est le jeu. Je veux dire, quand t'as la chance d'avoir un peu le vent en poupe, avec toute la modestie du monde, et ce genre d'opportunité, il faut les saisir. Il faut se donner à fond. Je sais très bien, au fait, que des millions de personnes aimeraient être à ma place, et c'est pour ça que je peux pas laisser cette opportunité filer, quoi. Je sais la chance que j'ai, j'en suis 100% conscient. Je sais le privilège que j'ai acquis ces dernières années, que ce soit en termes de finances, de popularité, de ce genre de choses-là, j'en suis conscient. C'est pour ça que moi, je ne peux pas arrêter de travailler, parce que c'est pour moi un devoir aujourd'hui de ne pas laisser tomber les gens qui m'ont suivi depuis des années et des années. Je leur dois littéralement ça, et quand je dis je leur dois, je veux bien dire devoir, quoi. Je leur dois littéralement ça, et je sais la chance que j'ai, et il faut y aller à fond. Quand tu as de la chance dans la vie, il faut tout saisir. Il faut saisir toutes les opportunités. Ça arrive pas à beaucoup de personnes dans une vie d'avoir la chance que j'ai, et je l'ai compris. Et c'est pour ça que je saisis tout. Je saisis tout, je prends tout. Quand j'ai le temps, hein, mais je prends tout parce que c'est comme ça, c'est important. Je me donne à fond. Et tant que je serai à fond, je serai heureux. Même si ma vidéo ou ma chaîne ou mes réseaux se cassent la gueule dans quelques mois, quelques années, ou de moins en moins populaire ou je sais pas quoi, c'est pas grave, parce que moi, je me suis donné à fond. Et moi, en tant que personne humaine, me dire que je me suis pas donné à fond quand j'avais toutes les opportunités, ce serait un échec. C'est ça le truc. Je le vivrais très mal. C'est-à-dire que si un jour je me suis un peu laissé aller, même partir 2 semaines en vacances, je vous jure, je me sens coupable. Je me sens coupable de fou. C'est pour ça que je travaille déjà en amont pour être en vacances pendant 2 semaines. Mais je serais tellement mal dans ma vie si un jour je me dis putain, YouTube, je m'étais pas donné à fond. Les réseaux, je m'étais pas donné à fond alors que j'avais une chance de fou. Non, là je me donne à fond. Tant que je peux, tant que je tiens, je me donne à fond. Tant que ça se passe bien, je me donnerai toujours à fond. Donc pour moi, c'est hyper important. C'est important d'être présent avec du contenu, de faire des vidéos, de participer à des émissions, c'est important de faire mon travail en fait, tout simplement. Donc je me donne à fond pour ça et ça, je lâcherai pas. Gâcher cette chance et ce privilège, pour moi, ça serait une insulte aux autres gens qui n'ont pas eu ce privilège et cette chance. Et ça serait une insulte à ma propre personne en me disant putain, j'ai raté le truc, quoi. J'étais dessus et je l'ai raté parce que je bossais pas assez. Donc je me donne à fond, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper important pour moi, pour ma discipline aussi. Faut que j'ai une vie normale aussi, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on tente ce truc à fond et c'est hyper important. Et les gens me demandent souvent si je suis heureux dans ce que je fais. Alors oui, je suis heureux dans ce que je fais sur les réseaux. Alors pas toujours évidemment, mais je suis satisfait, on va dire de manière générale. Par contre, pour le reste, j'ai même plus le temps de réfléchir, quoi. Enfin, sans vouloir être un peu bizarre, mais mes émotions, j'ai plus le temps d'y penser, quoi. Là, c'est en mode work et puis basta, quoi. Je travaille, j'essaie de passer du temps avec des amis et des choses comme ça, de plus en plus. C'est compliqué. Là, j'essaie de prendre le samedi off. Je me dis que le samedi, je bosse plus. Depuis la 2026, je me dis le samedi, je ne travaille plus. Je m'oblige. Si je peux pas faire ma vie de travailleur sans travailleur, on s'est compris, hein, ma vie sans avoir un jour off dans la semaine, c'est que ce métier, il est pas viable, il est pas stable. Donc là, je me force tous les samedis à ne pas travailler. Cependant, si parfois il y a des urgences, des trucs à faire le samedi, je les ferai. Mais là, le samedi, je vais jouer aux jeux vidéo et puis basta. Voilà, je vais jouer sur Twitch. Mais sur Twitch, quand je joue aux jeux vidéo, c'est pas du travail, hein, c'est du fun. Mais j'en profite parce que j'aime bien streamer. Donc voilà, le samedi, je vais essayer d'être off tout le temps. Mais sinon, je suis un peu en autopilote dans ma vie, quoi. Je bosse. Ça me plaît. Je vais pas faire le mec. Ça me plaît, quoi. Ça me plaît, j'aime bien. Donc oui, j'en profite, ça me plaît. Je comprends aussi l'opportunité que j'ai. Mais ça me plaît aussi, quoi. Je vais pas faire le mec. Je suis comme Heisenberg à la fin. Je l'ai fait pour moi. Bah oui, je le fais aussi pour moi. Je suis très conscient que je le fais pour moi. C'est aussi parce que je trouve que c'est important que je le fasse pour moi et que je me donne à fond, quoi. C'est un plaisir aussi, mine de rien. Mais c'est que le reste, malheureusement, je l'ai un peu délaissé. Et c'est une vérité, c'est un constat. C'est pour ça que je vous parle de ça, mais c'est pas une critique, encore une fois. Donc, il faut y aller à fond. Et depuis 2026, vu que je me force,
Enfin, c'est 2 semaines hein, pour le coup. Et je l'ai fait qu'une fois. J'ai fait qu'un samedi pour l'instant off. Hein. J'ai pas eu le temps l'autre samedi. Enfin, j'étais en vacances, mais voilà, j'ai tellement bossé pour aller en vacances, c'était compliqué. Mais là, j'ai fait un samedi off. Ce samedi-là, j'étais off aussi quand vous voyez cette vidéo, normalement. Donc, c'est cool. Mais vous avez du contenu. Samedi, pas samedi, off, pas off, vacances, pas vacances. Vous avez du contenu quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça la difficulté. Mais c'est aussi ça que je fais. Donc, c'est ça qui est cool. Et voilà, on va continuer à faire du contenu, à partir en vacances en faisant toujours du contenu pendant les vacances. Je compte moins partir en vacances cette année, mais plus longtemps. C'est mon objectif. C'est-à-dire que je préfère partir 2 semaines que partir 3-4 jours en Europe. Là, je vais partir en Asie pour la première fois de ma vie. Je vais partir 2 semaines. Voilà, Europe, je ferai, c'est simple. L'Europe, c'est 2 heures de vol, c'est facile, c'est plus accessible, c'est plus flexible. Partir plus loin, c'est un peu plus compliqué. Donc, je préfère partir peut-être 2 fois dans l'année, 2 semaines, que partir plus régulièrement en Europe à droite à gauche. Bon, je vais voir, hein. Peut-être ça va me saouler, peut-être je vais pas gérer mes 2 semaines de vacances. On va voir, mais il faut que j'aille voir le monde en dehors de l'Europe. L'Europe, j'ai beaucoup fait. J'ai dû faire une trentaine de pays dans ma vie, j'ai beaucoup fait, j'ai envie de partir un peu plus loin aussi. Et ça explique aussi le choix que j'ai fait en début d'année. Hein. Rappelez-vous, j'ai arrêté de faire du montage. Avant, en fait, en début d'année, je voulais arrêter ma chaîne. J'en pouvais plus. En fait, le montage et tout, il y avait trop de travail, je craquais. Physiquement, j'étais au bout, j'y arrivais plus. Mentalement, j'étais au bout. En plus, c'est quand je pesais mes 100 kilos, là, j'y arrivais plus. Vraiment, j'y arrivais plus. Mais depuis le début d'année, j'ai arrêté le montage. J'ai arrêté de faire du montage. Maintenant, je suis en direct avec, vous savez, j'ai fait une vidéo setup. Allez voir ma vidéo setup qui explique comment j'ai commencé à faire des vidéos sans montage. Et pour vous, en fait, les vidéos marchent mieux déjà. Je peux faire plus de vidéos. Ça m'a permis de gagner un temps fou, d'éliminer le montage. C'est ça qui est très très bien, de mieux écrire les vidéos aussi. Et ça m'a permis de rajouter 60 vidéos à l'année, comparé à l'année dernière. Je crois c'est 60 ou 50, un truc comme ça. Ça me permet d'attaquer plus de sujets. Il y a moins ce truc où je me dis, ok, il y a un sujet qui est sorti, il y a une vidéo que je vais faire, mais putain, il y aura 3-4 heures de montage. Là, il n'y a plus de montage. Il y a beaucoup plus d'écriture. Donc là, le temps que j'ai mis dans le montage, il a été transitionné, on va dire, dans l'écriture. Mais c'est plus fun d'écrire que de monter à titre personnel, hein. Et écrire, c'est des notes que je prends. Donc c'est plus simple pour moi d'organiser ma vidéo avec de l'écriture et des images en amont, et ensuite faire le tournage sans montage ou très peu de montage. En fait, mon montage, j'enlève les phrases que je rate, ou des phrases où je me dis je suis pas fan, donc j'enlève. Voilà, mais sinon, en fait, il n'y a plus de montage virtuellement. C'est ça qui est très très bien. Ça me permet de faire plein de trucs, et ça m'a rendu amoureux de mon travail. Avant, j'étais au bout, quoi. J'aimais pas ce que je faisais. Je me suis dit, putain, faut que je retourne dans le salariat, c'est nul. Là, avec cette nouvelle option de sans montage, bah oui, j'aime mon travail, quoi. Pour le coup, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien plus fun, c'est bien plus cool. Je passe un super moment et j'ai la chance d'aimer mon travail. C'est ça qui est bien. Et ça, c'est encore une fois, c'est un privilège de malade. J'ai un travail facile qui prend du temps. D'accord, c'est laborieux, mais putain, les gars, je suis chez moi, je regarde des films et je bosse, quoi. Même si je bosse 100 heures semaine ou plus, c'est un travail facile. Et avoir ce privilège, c'est un truc de fou. Donc il faut en profiter à fond et se donner à fond pour ça. Même si ça me pousse physiquement et mentalement à mes limites, c'est pas grave, il faut profiter de ce genre de chance. Et moi, je suis dans cette mentalité-là. C'est hyper important pour moi. Concernant peut-être un point maintenant sur les réseaux, vu que j'aime beaucoup ce que je fais, j'ai changé beaucoup de choses sur les réseaux. Bon, je suis présent partout maintenant. C'est ça la vérité, c'était un peu mon objectif. J'ai pas fait exprès, hein. C'est juste, c'est devenu naturel. Et en fait, je réfléchis pas trop à des stratégies. Et au fur et à mesure, je tente des trucs et ça se développe dans des trucs que j'aime bien. Et ça devient bien, et je me dis, ok, ça c'est une bonne stratégie. Mais c'est naturel, je suis pas en mode machiavélique, mastermind, non, faut que je fasse ça et ça. C'est venu naturellement. La manière dont j'ai percé sur TikTok, c'était 100% naturel, et maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, et c'est bien. Mais pour faire simple, les vidéos longues que vous voyez là, par exemple, elles sont disponibles sur YouTube et Spotify, et elles sont aussi disponibles en version son uniquement, parce que Spotify et YouTube, il y a la vidéo, ça c'est cool, mais en mode podcast uniquement, dans juste le son, c'est sur Deezer, Apple et Amazon. Au début, j'avais peur de la fragmentation des vues. C'est-à-dire que sur YouTube, si tu postes aussi sur Spotify et les autres, les gens ils vont plus regarder sur YouTube. Et en fait, si tu fais pas des vues sur YouTube, le problème, c'est que tu n'attires plus de partenaires. Les partenaires, c'est simple. Ils regardent les 8 dernières vidéos, ils regardent la moyenne des vues. Si toi, tu mets ta vidéo sur plein d'autres plateformes de podcast et autres, ta vidéo va faire moins de vues. Ça va fragmenter et cannibaliser ta propre chaîne. Donc les partenaires sont moins intéressés dans ça. Ça, c'est une vérité. Et vu les sujets de niche que je fais de temps en temps, il y a des sujets qui font beaucoup moins de vues. Mais je préfère les faire dans le doute, parce qu'il y a des vidéos que j'aime faire et qui font moins de vues. Et parfois, je fais des vidéos populaires que j'ai pas envie de faire. Mais c'est un peu l'équilibre, quoi. Mais quand tu postes sur les différentes plateformes, en fait, ça va cannibaliser ta chaîne YouTube. C'est une vérité. Cependant, c'est ce que je pensais. Mais la vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle est qu'au final, j'ai augmenté mes vues globales. Donc j'ai fait plus de vues sur YouTube cette année et j'ai aussi rajouté des vues supplémentaires des autres plateformes comme Spotify que j'ai depuis avril
et en même temps Deezer, Apple Music. En plus, c'est monétisé, donc c'est des revenus supplémentaires évidemment, et ça c'est absolument génial. Et aujourd'hui, je fais plus de vues sur YouTube en moyenne. Aujourd'hui, c'était ma meilleure année YouTube, si je dis pas de bêtises, et j'ai aussi fait des vues sur les autres plateformes d'écoute avec les mêmes vidéos. Donc ça prend 0 temps en plus, quoi. Faut juste poster les vidéos et puis basta. C'est hyper rapide, et donc en moyenne, je dirais que je fais 10 à 15% de mes vues en podcast. Voilà, donc si vous voyez une vidéo qui a 100 000 vues sur YouTube, j'ai fait 15 000 vues sur les podcasts pour l'instant. Mais en fait, Spotify, ça prend bien, les autres podcasts, ils prennent bien aussi. Donc je commence à rentrer dans les podcasts les plus populaires de France petit à petit. Alors, je suis loin de ça pour l'instant, mais petit à petit, je commence à rentrer dedans et c'est très très cool. Donc c'est des mêmes vidéos sérieuses qui parlent de cinéma et de séries. Les formats courts qui sont disponibles sur TikTok, Instagram, Facebook, parce que c'est automatique avec Instagram, et Dailymotion. Alors Dailymotion, c'est disponible pour une simple et bonne raison, c'est que c'est monétisé d'une manière super efficace, car il y a des magouilles. Pour faire simple, il y a des magouilles entre créateurs qui font que Dailymotion, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont sur Dailymotion, c'est qu'il y a des magouilles pour faire, avec très peu d'efforts, 100, 200, 300, 500, 800 euros par mois, facile. Donc il y a un peu des magouilles par rapport à ça. J'ai essayé Snapchat, mais j'ai pas du tout aimé, et ça m'a un peu saoulé, honnêtement, la manière dont ça fonctionnait. Et c'est des vidéos de manière générale, les formats courts, des vidéos qui parlent un peu de cinéma, mais aussi de manière humoristique, qui parlent de tout ce qui me passe par la tête. Il y a tellement de formats courts à faire, littéralement tous les jours, que je parle de tout, de voyage, de véganisme, de politique, de ciné, de série, de tout ce qui vient par la tête, j'en parle. Ça rapporte pas forcément beaucoup plus de vues sur YouTube, TikTok, ça va pas transférer des vues de TikTok à YouTube. TikTok, c'est une force incroyable. Il y a des gens qui jamais de leur vie n'aurait cliqué sur une vidéo YouTube de ma chaîne, et par contre, j'ai 2 fois plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube, quoi. Sur Instagram, ça va dépasser ma chaîne YouTube bientôt. Donc, il faut être présent aujourd'hui si tu veux exister en tant qu'influenceur. Il faut être présent sur toutes les plateformes, sur tous les formats courts, et il faut devenir quelqu'un sur les formats courts aussi. Et ça, je l'ai fait avec tous les sujets. Je suis plus un influenceur classique sur les formats courts qu'en vidéo YouTube où je parle de choses sérieuses, quoi, films, cinéma et des choses comme ça, quoi. Donc, je pense que si t'es un influenceur, t'es obligé d'être sur les formats courts. Mes posts Twitter, c'est un peu pareil, tout ce qui me passe par la tête évidemment, ils sont disponibles sur Twitter, Threads et Facebook. Il faut savoir que je regarde que mes commentaires YouTube et de temps en temps TikTok et Instagram, mais je regarde aucun autre réseau, quoi. Mes DM Instagram, je regarde et j'essaie de regarder, mais je réponds pas parce que j'ai pas le temps, mais j'essaie de regarder le plus possible. Et les autres réseaux, Threads, j'y vais jamais. Facebook, j'y vais jamais. Mais je poste parce que ça fait des vues, ça fait de l'argent, ça te fait connaître. Il faut savoir qu'en fait, il y a un truc où tu distribues tes contenus partout parce que les gens sur Facebook ne sont pas les mêmes que sur Threads ou Twitter. Donc il faut être partout aujourd'hui. Il faut être sur tous les réseaux et ça donne de l'argent, donc c'est cool. Encore une fois, donc je suis vraiment sur tous les réseaux, mais je vais pas les voir, quoi. Facebook, je sais que c'est l'enfer, mes commentaires à chaque fois, il y a plein de fachos et des choses comme ça, mais je ne regarde jamais. Jamais. Je focus sur YouTube, un peu quelques tweets de temps en temps et un peu aussi les commentaires TikTok, Instagram, parce que j'ai pas le temps de regarder. Mais YouTube, j'essaie vraiment de regarder le plus possible pour le coup. Pour moi, c'est vraiment important. Maintenant, mes mini critiques, vous savez que je fais sur Twitter, que je mets aussi sur Letterboxd, des choses comme ça, c'est une manière d'avoir des notes pour mes vidéos que je fais ensuite sur la chaîne, les critiques multiples et des choses comme ça. Mais je poste sur Letterboxd où j'ai genre presque 150 000 abonnés, ce qui est génial, pour créer du contenu aussi Letterboxd, quoi, pour que les gens voient que je parle de films aussi par rapport à la mise en scène, par rapport aux thématiques et tout. Donc j'écris un petit peu, ça prend 20 à 30 minutes par film, donc ça prend quand même du temps. Mine de rien, vu que je regarde un film par jour, ça rajoute du temps d'écriture par la suite, c'est un petit truc. Et je sais bien que j'écris pas bien, mais c'est juste pour moi avoir des notes, en même temps proposer du contenu aux gens. Donc Letterboxd pour les films, Serialized pour les séries, tant que Letterboxd n'a pas mis les séries, et Backlogged un peu pour les jeux vidéo quand j'ai le temps de le faire. Twitch, vous avez Ragebait tous les jeudis, et en même temps, je fais mes lives ou cinéma ou jeux vidéo quand j'ai le temps et quand j'ai envie de le faire. Grâce à ma nouvelle popularité des formats courts et mon agent depuis octobre, j'ai plus de chance et je suis invité à beaucoup plus d'avant-premières. Alors oui, il y a des boîtes qui me boycottent. Disney, Warner, Le Grand Rex, eux me boycottent parce que je les ai critiqués, tout simplement. Et ils veulent pas des gens qui critiquent, ils veulent des influenceurs lisses qui vont gober le film. Et moi, je préfère ne pas gober le film et ne pas aller à l'avant-première. Si le film est nul, je vais à l'avant-première, le film est nul et je le dis. Mais quand vous faites ça, en fait, vous n'êtes plus invité. C'est aussi simple que ça. Je le sais, on me le dit. J'ai pas inventé. C'est comme ça, c'est la vérité. Le Grand Rex, je les ai trop critiqués pour être invités, ça c'est une évidence, mais ils font trop de la merde, donc c'est normal. Fuck le Grand Rex. Et Disney, ils aiment pas les influenceurs qui parlent de plein de choses comme moi, quoi. Donc, il faut être un suceur pour être invité aux avant-premières. Donc, c'est pour ça que je suis pas invité, parce que moi, je suis pas un suceur. C'est pour ça aussi que je fais pas de critiques sponsor de films en salle. Par contre, je fais des critiques sponsor de plateformes et de films déjà sortis. Là, j'ai fait 28 ans plus tard, et c'est Sony qui m'a contacté, ils m'ont dit « Hey, on a envie que tu fasses une critique de TikTok de 28 ans, Le Temple des Morts ». J'ai dit non. Par contre, j'avais bien envie de mettre en avant le précédent film et de dire que le nouveau est en salle. Du moment que je donne pas mon avis payé, ça me dérange pas. Surtout ma critique qui était déjà sortie sur YouTube,
Et ils l'ont vu et ils ont dit ah bah t'as bien aimé le film, on fait une critique. Non, je veux pas. Je veux vraiment, si tu veux faire la critique de Sony, entre guillemets, mettre en avant Sony, mettre en avant la saga si tu veux, mais pas le nouveau film. Pour moi c'est une distinction qui est importante. Je peux pas prendre des cachets pour des nouveaux films. Et voilà, Sony ils ont uniquement accepté parce que j'ai bien aimé le film. Donc il y aura jamais une critique d'une œuvre qui sort en ce moment. Par contre, si HBO Max sort une série et ils me disent on a envie que tu fasses la promo de cette série, je dirais non. Par contre je veux bien faire la promo d'HBO Max, tout en disant que la nouvelle série existe. Je veux pas donner mon avis payé sur une œuvre. Par contre, ça pour moi, c'est pas possible. Par contre, une ancienne œuvre, oui, là, j'ai aucun problème, ou une plateforme, ou un catalogue, ou des Blu-ray, ça, aucun problème à faire littéralement des critiques, parce que je trouve pas qu'il y a un conflit d'intérêt pour le coup. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'invitations qui sont faites par rapport à plein de films, mais j'ai pas le temps d'y aller parce que j'habite pas à Paris, donc je peux pas me déplacer pour voir un petit film. Malheureusement, je vais uniquement voir des gros films, parce qu'en termes de travail, c'est la seule chose qui est logique. Parce que si je vais voir un petit film, bah je perds du temps en fait, je perds des heures, je dois dormir à Paris parce que les séances elles sont souvent le soir, je dois dormir à Paris, faire des heures de trajet pour voir un petit film qui va faire 0 vue, bon malheureusement c'est comme ça, je vais pas y aller quoi. Il y a plein d'événements où je suis invité, où j'y vais pas parce que le film est trop petit, et ça vaut pas le coup pour moi quoi. Même des petits films que j'ai envie de voir, genre j'ai des projections presse de plein de trucs, genre aucun autre choix, le Parc Chanouk, en fait quel intérêt que j'aille le voir à Paris 2 semaines ou 3 semaines avant, alors que je peux le voir à Lille, et de toute façon je vais pas en faire de vidéo dessus, donc il y a un moment où je vais faire une vidéo critique multiple, vous voyez. C'est le genre de truc qui m'agace un petit peu parce que j'habite pas à Paris, mais je préfère habiter à Lille et rater ce genre d'opportunité en réalité. Mais voilà, je vous dis juste que je suis invité à plein d'événements depuis TikTok et depuis mon agent aussi, et ça je suis reconnaissant encore une fois. Et encore une fois, c'est grâce à TikTok que j'ai pu faire le Combini. J'ai fait le vidéo club, je suis le seul influenceur à l'avoir fait, ce qui est très bien, et je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui sont énervés par rapport à ça, et ça me régale parce que ces influenceurs ils m'aiment pas, ça me régale. Et en plus de ça, bah, j'ai fait plein d'autres émissions et c'est grâce à ça que j'existe aujourd'hui sur les réseaux. C'est grâce à TikTok et Instagram et c'est une force que je compte pas lâcher, même si la priorité reste YouTube. TikTok, Instagram, c'est aujourd'hui trop important dans le système des influenceurs et des réseaux sociaux. Et TikTok, l'avantage, c'est qu'ils sont aussi reconnaissants envers toi. Genre, j'étais invité au TikTok Creator Summit, j'étais invité au TikTok Awards, que j'ai pas pu faire malheureusement. Mais voilà, en fait, YouTube ne m'a jamais donné de la reconnaissance. Genre, jamais. TikTok, assez rapidement, oui. Parce que c'est une stratégie aussi, hein. Mais je respecte ça et j'ai l'affection pour TikTok, même si j'aime pas beaucoup de choses sur TikTok. Hein. Au moins, l'équipe derrière TikTok, elle me met en avant, elle me parle, elle m'invite à des trucs et ça c'est trop cool. YouTube n'a jamais fait ça pour moi. YouTube, ils m'ont jamais invité nulle part. Donc il y a un moment normal que j'apprécie un réseau plus que l'autre aussi en termes de reconnaissance. Alors j'ai fait un rendez-vous avec YouTube cette année, mais ça allait nulle part quoi. Enfin je sais pas, peut-être ça va aller quelque part un jour, hein, mais pour l'instant c'était quand même très léger. Et le rendez-vous que j'ai fait sur YouTube, c'était grâce à TikTok, c'est pas grâce à YouTube. Donc encore une fois, bref. Les vidéos sur les sagas comme Mission Impossible, 28 ans plus tard, ça ne vaut pas le coup sur la chaîne. La prochaine fois, je ferai des critiques des films individuellement en termes de vues. Même si les vidéos, je sais pas, les critiques de films, elles font 15 à 20 000 vues par film, mais les moins populaires, bah c'est mieux de faire les 7 films à 20 000 vues que faire la grosse vidéo de 5 heures à 50 000 vues. Donc les vidéos sur les sagas, c'est terminé. Sauf si, je sais pas, peut-être je ferai Sean Connery, James Bond. Peut-être je ferai Timothy Dalton, James Bond. Il y en a 2 quoi, enfin ça va. Mais pour des gros trucs comme ça, je ne le ferai plus. La prochaine fois, je ferai tout individuellement. Et pour les séries, je me pose la question aussi. Parce que les séries, genre Twin Peaks, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu les 2 premières saisons, mais je me suis arrêté à la moitié de la deuxième. Peut-être Twin Peaks, je vais faire la question de la saison 1, puis la 2, puis le film, puis la saison 3. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être je ferai ce genre de truc. Et l'avantage justement de ce nouveau format sans montage, comme vous le voyez ici, c'est que je peux faire plein de trucs. Je peux parler de plein de films. Si la vidéo est flop, bon, c'est pas grave. Et j'ai essayé, hein. Genre Fallout, ça a floppé, je m'attendais pas pour le coup à Fallout. Mais quand j'ai fait Muganga et Put Your Soul on Your Hand and Walk, bah, je m'attendais à ce que ça marche un peu mieux. Mais du coup, ça, j'ai bien compris que les petits films comme ça, importants, sociaux, c'est TikTok. C'est TikTok, Instagram, c'est là-bas que ces vidéos marchent. YouTube, il y aura que des gros formats sur des gros trucs populaires. Parce que bah aussi, c'est ça qui marche. Donc c'est pour ça que c'est bien, c'est que maintenant, si vous voulez un avis rapide sur un film en salle important, hop, La Voix de Hin Rajab, j'ai fait un TikTok et Instagram, ça a cartonné de fou. Et c'est cool parce que ça met en avant un film que si j'avais fait une vidéo YouTube, bah ça aurait fait 15 000 vues, 20 000 vues, et personne n'aurait vu le film. Là, je peux faire une vidéo qui fait 1 million de vues, et les gens vont voir le film en salle. Donc la force de TikTok pour recommander des films, elle est supérieure à YouTube quoi aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais continuer à faire des critiques de films populaires, de vieux films et de plein de trucs que j'ai envie de faire. Mais ça sera format long, critique, analyse plus longue, évidemment. Et pour les films comme ça, genre Muganga, je sais pas, bah justement, les films sur la Palestine, TikTok, rapide. Et quand je ferai mes critiques multiples, là, je vais reparler de La Voix de Hin Rajab. Parce que je vais faire un TikTok d'1 minute sur La Voix de Hin Rajab. Ok, mais vous n'avez pas mon avis détaillé. Quand je ferai la critique multiple, voilà, je vais en parler 3-4 minutes. C'est différent, c'est pas énorme non plus, hein, mais au moins ça permet de créer un truc où à la fois je motive des gens à aller en salle, parce que le but de ce que je fais,
c'est de motiver les gens à aimer le cinéma, à découvrir des œuvres. Donc si je fais une vidéo YouTube qui fait 20 000 vues sur une œuvre que j'aime bien, qui est importante, en fait, ça perd l'intérêt. Alors que si je fais un TikTok d'1 million de vues et les gens vont en salle après, en fait, oui, TikTok, c'est plus puissant pour des recommandations rapides de choses en salle actuellement. Pour la vitesse d'exécution, TikTok, c'est plus simple et plus rapide et plus intéressant. Ça, je continuerai à le faire. Donc il n'y aura plus de critiques de petits trucs comme ça, sauf dans la critique multiple, encore une fois, mais de manière urgente, il n'y aura plus sur YouTube. Je préfère tourner un TikTok qui influence les gens à aller en salle pour le coup et qui donne envie de découvrir des films et s'intéresser au cinéma. Maintenant, c'est TikTok. Je suis un TikToker maintenant pour beaucoup de personnes. Donc, vous allez voir les stats après. Mais je trouve que c'est plus important pour le cinéma aussi. Et c'est ça la force du cinéma. C'est de motiver les gens à aller en salle. Et je préfère le faire sur TikTok et sur YouTube. Il y aura, et les podcasts évidemment, il y aura les discussions plus approfondies évidemment. Donc c'est aussi ça l'avantage de tout ça. Maintenant, filmer tous les jours, je dois vous admettre que c'est pas évident. Parfois t'es fatigué, parfois t'es malade, parfois t'es pas inspiré, mais t'es obligé. C'est le taf. Moi, je filme tous les jours. Mon cycle de sommeil, il est aléatoire parce que parfois, faut faire des nuits blanches pour des vidéos. Parfois, il faut faire des vidéos pour les vacances. Donc, t'es fatigué, tu travailles trop, tu dors pas beaucoup. Donc, mon cycle de sommeil, il est catastrophique. Je me rappelle que pour Weapons, j'étais épuisé pour faire la vidéo parce que j'avais pas beaucoup dormi la veille et j'ai tourné toute la nuit. Et je crois que c'est l'une des pires critiques que j'ai fait de l'année dernière, si c'est pas la pire. Et j'étais mort. Mais en fait, j'étais KO, quoi. Mon cerveau, il marchait pas bien. Mais il fallait faire la critique pour la sortir parmi les premiers parce que YouTube, ça marche comme ça. YouTube, c'est agressif. C'est important et le truc c'est que ça paye. Quand tu sors ta critique en premier, que ce soit Stranger Things, Weapons et tout, même si Stranger Things, tu sors de ta soirée du Nouvel An et que tu regardes Stranger Things, bah peu importe, parce qu'au fait la vidéo va faire 150 000 vues. Weapons, ça va faire 100 000 vues. Et ça vaut le coup. Ah, c'est bête, hein, du coup la qualité de certaines vidéos, elles vont en souffrir. Genre, une méta après l'autre, je l'ai fait durant la nuit aussi, mais j'étais reposé. Donc j'avais l'énergie, j'étais très bien dedans. Weapons, je sais très bien que j'étais pas dans le truc, quoi. Mais il fallait sortir la vidéo. Je sais que parfois, je me répète beaucoup. Alors, mon avis sur Weapons elle-même, hein, attention. Mais la vidéo, comment je l'ai écrite, comment je me répète et tout, ça se voyait que j'étais KO de chez KO, quoi. Bon, voilà, c'est juste, je dis que parfois, il y a des vidéos, t'as pas le choix de les faire comme ça. Tu dois les faire littéralement la nuit, t'es fatigué, t'écris, t'es mort, mais il faut le faire parce que c'est le taf. Et YouTube, au fait, récompense ça. Donc, t'es obligé de faire ça comme ça, quoi. C'est la vie, c'est le game, c'est comme ça. Et on le voit, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos en retard. Les vidéos marchent pas. Elles marchent pas autant. Donc YouTube, c'est le premier venu, le premier servi, c'est agressif, mais faut juste s'équilibrer, quoi. Maintenant, les vidéos que je ferai de nuit, quand je sais qu'il y a un film que je vais critiquer la nuit, bah, je vais prendre des jours avant où je serai reposé, comme ça va. Mais Weapons, j'ai pas eu l'occasion, j'étais mort, mais une matin après l'autre, par contre, ça je l'ai bien fait. Je trouve que ma critique du matin après l'autre, elle était bien. Et quand j'ai pu revoir le film et refaire une deuxième critique, elle était bien aussi. Donc ça, je suis content. Mais Weapons, par exemple, je sais qu'elle était... Celle-ci, elle était dure et je m'en mords un peu les doigts, mais c'est comme ça, c'est la vie. Pour parler un peu de l'émission en Ragebait rapidement, oui, ça rajoute du travail, oui, ça coûte 6 000 € par mois, d'accord, ça rapporte 1 000 € par mois pour l'instant, un peu moins en moyenne. C'est difficile de trouver des invités disponibles à 18 h le jeudi, c'est vrai, qui sont prêts à venir, qui sont là pour respecter la parité aussi, parce qu'on a envie d'avoir une parité entre hommes et femmes, et qui m'acceptent moi. Alors le truc, c'est que c'est double tranchant. Moi, j'ouvre des portes parce que je suis un peu connu grâce à TikTok et Instagram. Il y a plein d'artistes qui veulent venir dans l'émission pour en parler, genre Orelsan, Malik, c'est eux qui ont demandé à venir dans l'émission, hein, c'est pas moi. Hein, j'allais pas contacter Orelsan, venir dans l'émission, ça va pas ou quoi, vous êtes malade. Mais pour le coup, c'est lui qui a voulu venir, Malik aussi, donc c'était cool. Donc à la fois, ça ouvre des portes, mais à la fois, ça ferme beaucoup de portes parce que les gens m'aiment pas. Beaucoup de gens m'aiment pas. Écoutez, on teste pendant un an, on verra ce que ça donne Ragebait. Moi j'ai envie de le faire pendant longtemps, hein, mais c'est pas évident en termes de finances. C'est surtout les finances le problème, plus qu'autre chose. J'aimerais bien faire ça, mais voilà, c'est le capitalisme qui va décider de Ragebait. Mais j'espère que vous aimez bien, que c'est cool, que vous appréciez. C'est pas évident toujours, entre fatigue, entre invités, entre débats, c'est compliqué. Mais j'espère que vous appréciez et que vous passez un bon moment devant Ragebait. Maintenant j'ai envie de parler un peu des statistiques de ma chaîne YouTube cette année. Vous allez avoir les chiffres ici, je les ai partagés sur les réseaux. Mais grosso modo, YouTube, j'ai fait 14, je vais arrondir, j'ai fait 15 millions de vues sur YouTube, ce qui est une augmentation. J'ai gagné 76 nouveaux 1000 abonnés, ça c'est surtout des formats courts, Instagram, TikTok. J'ai fait 271 vidéos, ce qui est quand même une augmentation de une trentaine de vidéos de plus. Voilà, 40 vidéos de plus, je précise. Spotify, j'ai fait 900 000 écoutes. J'ai gagné 6000 abonnés cette année, donc c'est la première année sur Spotify. Donc YouTube, ça s'est très bien passé. Spotify, ça se passe bien. Donc voilà, vous voyez un peu les chiffres. Donc Spotify, c'est aujourd'hui un peu moins de 10%, mais évidemment avec les autres réseaux que j'ai commencé, et je pense avec le temps, de plus en plus des gens vont m'écouter sur Spotify, Apple, Deezer, Amazon Music. Donc ça va être avec YouTube et ces autres plateformes-là où il y aura les vidéos longues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça fait des vues, c'est bien, c'est une très belle année me concernant, c'est une belle augmentation. Voilà, honnêtement, c'est la meilleure année de ma vie sur toutes les plateformes. TikTok, j'ai fait 607 millions de vues. Donc j'ai quadruplé mes vues sur TikTok cette année. J'ai gagné 450 000 abonnés. Pareil, j'ai fait x5 sur mes abonnés.
Instagram, j'ai fait presque 300 millions de vues, plus 4000%, quoi. C'est un truc de fou, hein. Instagram, ça a bien marché cette année. J'ai gagné 215 000 abonnés sur Instagram parce que j'ai commencé à poster littéralement mes TikTok sur Instagram. J'ai commencé à spammer comme sur TikTok et ça a payé. Twitch, je fais en moyenne 200 spectateurs. Bon, après, je Twitch pas beaucoup, hein, c'est vrai, mais c'est une augmentation. J'ai gagné 25 000 abonnés sur Twitch, par contre, ça c'est pas mal. Et je fais de plus en plus de viewers en moyenne, que ce soit sur les jeux vidéo, le cinéma, sur Twitch. Il y a eu 500 abonnements cette année et 271 heures streamées, ce qui est pas beaucoup hein, pour le coup pour quelqu'un qui fait un peu de Twitch. Facebook, c'est 32 millions de vues, mine de rien, et c'est 11 000 nouveaux abonnés. X, c'est 765 millions de vues pour Twitter et 67 000 nouveaux abonnés. Et Letterboxd, c'est 115 000 nouveaux abonnés. Rendez-vous compte de ça, donc c'est une année qui est fabuleuse pour moi. C'est la meilleure année de ma vie en termes de stats. Donc un grand merci à vous encore une fois. En termes d'argent, comme d'habitude, je partage mes revenus. J'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires sur YouTube, donc c'est une belle augmentation aussi. TikTok, j'ai fait 40 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est une belle augmentation aussi sur TikTok. En termes de partenariat, j'ai fait 86 000 euros. Voilà, CyberGhost et tous les autres partenariats, surtout sur les formats courts maintenant. Twitch, j'ai fait 1200 euros. Twitter, j'ai fait 1700 euros. Spotify, j'ai fait 4000 euros. Facebook, 1300 euros. Et les droits d'auteur, donc SACD, la scam, c'est les droits d'auteur que vous touchez sur vos vidéos YouTube et vidéos Meta et Facebook, j'ai fait presque 3000 euros. Donc c'est en moyenne, on va dire, un chiffre d'affaires de 184 000 euros. Et je me suis versé un salaire de 42 000 euros. Bon, voilà, c'était la meilleure année de ma vie. Vous savez que je réinvestis beaucoup, je me sécurise aussi énormément, mais je voulais partager avec vous en toute sincérité et authenticité et transparence, comme je le fais chaque année depuis littéralement toujours, mes revenus et mes statistiques. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça évidemment. Autre point que j'ai envie d'expliquer avant de conclure cette vidéo, c'est que la priorité reste YouTube, c'est mon travail principal. Tant que j'ai pas fini YouTube, il n'y aura pas de TikTok. C'est pour ça que parfois je tourne des TikTok qui sont postés à 2-3 heures du matin. Vraiment, c'est à cause de ça, parce que j'ai pas fini YouTube. Ensuite, j'ai le temps de faire un peu de TikTok, donc c'est posté hyper tard. Par contre, encore une fois, YouTube n'est pas adapté à la recommandation de petits films. C'est la vérité, c'est pour ça que TikTok, c'est bien pour ça. J'essaie de pas faire plus d'une vidéo par jour sur YouTube, même si je la sors pas aujourd'hui, hein, mais pas faire plus d'une vidéo par jour de YouTube. C'est mon objectif, mais parfois, il n'y a pas le choix. J'essaie de plus travailler le samedi, on va voir comment ça fonctionne. J'essaie de toujours garder le rythme de mon sport et de mon sommeil quand je peux, parce que j'ai arrêté l'alcool en avril. Là, peut-être je vais reprendre l'alcool. Bon, je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais peut-être je vais reprendre de manière plus occasionnelle, de temps en temps, pour des festivités, des choses comme ça. Mais depuis que j'ai arrêté, c'est vrai que j'ai perdu un peu de poids, mais pas beaucoup, mine de rien. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, j'ai un peu stagné en termes de poids, ce qui est bizarre. Donc j'ai perdu beaucoup de poids quand je buvais de l'alcool, et j'ai commencé à stagner quand j'ai arrêté de boire. J'ai pas raté une séance de sport, sauf quand voilà, j'avais trop de travail. Mais globalement, le sport, ça, je le fais plutôt bien. C'est cool, donc c'est une bonne chose pour moi, c'est important d'être en bonne santé et je mange mieux, c'est pour ça que j'ai aussi perdu du poids. Ça me permettra de mieux réguler mon sommeil, de pas travailler le samedi. Je pourrais faire une grasse mat samedi et dimanche si possible, parce que c'est important le sommeil aussi et j'ai pas encore de sommeil. Maintenant je me force à dormir 7 heures. Si j'ai pas fini le travail, je vais me coucher. Je vais me coucher. Si il est 2h du matin, je me réveille à 9h, je vais me coucher. J'essaie d'avoir au moins 6h30, 7 heures de sommeil minimum, parce que sinon je vais mourir à 35 ans en fait, tout simplement. Donc c'est important de le faire et je me force à le faire aussi. Quitte à sacrifier d'autres choses d'un point de vue personnel, social, bref. On en parlera l'année prochaine, on va voir c'est quoi le bilan de ma chaîne, si je suis encore en vie, je tape du bois. Donc oui, ça c'est important pour moi. Je pense toujours arrêter YouTube. Je pense toujours arrêter les réseaux. Enfin, c'est un truc qui est dans ma tête, je me dis, est-ce que je serais pas plus heureux en salariat, avec une vie, avec un meilleur équilibre, avec, vous savez, des vacances, vraiment des vacances? J'y pense souvent. Si un jour j'arrête, soyez pas surpris. Je le dis juste, je compte pas arrêter pour l'instant, ça se passe très bien. Encore une fois, il faut saisir l'opportunité, mais c'est dans ma tête. De temps en temps, je me dis, ah bah en fait, c'est quoi, Nick? Allez, je retourne au salariat, je serai beaucoup moins bien payé, ce qui est un frein. J'avoue que l'argent, je vais pas vous mentir, hein, l'argent, ça motive à faire YouTube aussi. Hein. C'est tellement bien payé que, bah oui, ça motive à faire YouTube. C'est pas la seule motivation, mais ça motive. Mais je le fais à fond, pour le coup, donc ça va. Je dis pas que je mérite des sommes aussi astronomiques, hein, mais voilà, je bosse. Ça, je peux pas bosser plus que ça, c'est impossible. Hein, littéralement, je peux pas, sinon je meurs, littéralement, parce qu'il faut dormir aussi. Donc, je pense aussi à chercher un autre taf un jour, tu vois. C'est pas un truc qui est pas dans ma tête. C'est un truc qui est là, je réfléchis. C'est pas prévu pour l'instant, je continue. Mais si un jour j'arrête, soyez pas surpris. Voilà, je dis juste ça. Côté moral, je reste solide. Genre pour le coup, oui, je suis fatigué. Oui, je suis à la limite du burn-out de temps en temps. Oui, physiquement, parfois, je suis KO. Mais moralement, je vais bien. Émotionnellement, pour le coup, je vais bien. J'ai pas peur. Il y a des gens qui me disent, ouais, t'as peur des menaces de mort et tout. J'ai pas peur de l'extrême droite. J'ai pas peur des nazis.
J'ai pas peur des fachos, j'aurais jamais peur de l'extrême droite. Jamais. J'ai peur du mouvement de l'extrême droite, j'ai peur de la montée du fascisme et de l'extrême droite, mais j'ai pas peur des vidéos qu'ils font sur moi, des mensonges qu'ils partagent sur moi, des trucs hors contexte, des menaces. Non, ça j'aurais jamais peur et ça n'atteint pas du tout mon moral. On les baise, ces gens-là. Je suis droit dans mes bottes pour le coup et je le resterai toute ma vie. Je préfère perdre des opportunités, être sincère, être honnête, que mentir, que dire des choses. Non, je préfère être moi-même. Littéralement tout le temps, quoi qu'il arrive. Je sais qu'il y a des polémiques concernant Cyberghost VPN et tout. Moi, écoutez, Cyberghost, bon, déjà, ils financent toute la chaîne, mais surtout, c'est des gens qui m'ont soutenu toute ma vie, quoi. Je veux dire, ça fait 4-5 ans que je bosse avec eux, ça se passe bien, et quand il y a tous les fachos, tous les gens qui sont allés se plaindre à Cyberghost, qui sont associés à moi, bah, ils ont dit, on te soutient, toi. Et ça, je préfère bosser avec des gens qui me soutiennent, qui sont avec moi, plutôt que littéralement des gens avec lesquels j'ai pas envie de bosser, où c'est juste transactionnel. En fait, on s'entend très bien. Ils ont toujours été des bons soutiens de la chaîne. Alors oui, parce que je leur apporte de l'argent aussi, c'est une vérité. Mais quand il y avait des pressions de la part de groupes d'extrême droite, dont des députés de la nation, qui ont porté plainte contre moi et qui ont essayé de dire à Cyberghost d'arrêter de bosser avec moi, Cyberghost m'a soutenu, a dit non. En fait, il a rien fait de mal, on va pas arrêter, quoi. Donc ça, c'est important aussi, c'est crucial. Même s'il y a des polémiques par rapport à ça. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec les polémiques, mais c'est un autre débat, ça. Il n'y a pas vraiment de monde où je fais beaucoup de conventions de cinéma ou d'autres conventions par manque de temps, malheureusement. Et je fais pas trop de séances cinéma, vous savez, où je viens parler. C'est pas mon truc pour le coup. Je fais encore des trucs de temps en temps, vous savez, avec des émissions, des choses comme ça. Mais aller dans une salle avec un public et tout, c'est vraiment pas mon truc, malheureusement. Il y a des gens qui me demandent de faire des live react à des films comme j'ai fait sur À Contresens. C'est pas mon truc non plus. Genre À Contresens, c'était marrant parce que c'était à contresens et c'était la blague et tout, mais c'était pas mon délire de faire ce genre de truc. Je regardais un film sérieux en live, en direct sur Twitch, ça m'intéresse pas du tout, malheureusement, parce que je suis pas dedans. Moi, j'ai envie d'être de mon film et si je suis avec le chat et Twitch et tout, c'est pas bien, quoi. Je reste encore une fois quasiment seul de mon activité principale. Bah, Nils, il m'aide à faire certaines choses, dont le montage de cette vidéo. Paf, il s'occupe de Ragebait. Mickaël et Sofiane, c'est un peu mes agents. Mais grosso modo, j'ai pas de salariés, quoi. J'ai pas de salariés, c'est des trucs de freelance à droite à gauche. J'ai pas une équipe, voilà, je reste solo. Et il n'y a pas un monde où je pourrais ne plus être solo. Parce qu'en fait, bah, les vidéos, il faut les écrire par la personne qui fait les critiques, donc moi. Même si je suis pas un critique de cinéma, je suis juste un influenceur cinéma, bah faut quand même les faire par moi-même. Je peux pas avoir de ghostwriter. Enfin, mon avis, c'est mon avis. Et c'est pour ça que ça se passe bien sur mes réseaux, je pense. C'est que c'est mon avis et les gens soutiennent mon avis, entre guillemets. Ils savent qu'il y a une authenticité. Donc, donner le scénario, les vidéos à quelqu'un d'autre, ça n'aurait aucun sens. Donc, je préfère tout faire moi-même. Donc, ça reste un job assez solitaire dans lequel j'aurais quasiment jamais, je pense, de salarié. Maintenant, ma vie en termes de popularité, elle a vraiment changé grâce à vous. Et un grand merci à vous pour ça. Dans la rue, maintenant, on me reconnaît. Bah, à chaque fois que je sors plusieurs fois dans la rue, ça gueule, Interstellar, la VEF, dans la rue. Donc c'est génial. Enfin, en termes d'opportunités, en termes de respect de la part des gens, de tout, c'est trop sympa de la part des gens. C'est trop bien, honnêtement, cette année. C'est un peu bizarre de se faire reconnaître dans la rue de plus en plus. Avant, je me faisais reconnaître dans la rue une fois par jour avec YouTube, mais depuis TikTok, c'est ouais, 3, 4, 5 fois par jour. Quand je vais à un bar, j'étais à un bar l'autre jour, là, j'ai remarqué que tout le monde m'a reconnu dans le bar, quoi. Parce que, au fait, les regards, on reconnaît. On sait, quand vous avez reconnu quelqu'un, on vous voit, vous n'êtes pas discret de une, sans vouloir être méchant, vous n'êtes pas discret, et ça ne me dérange pas. Si vous voulez me voir pendant que je fais mes courses, pendant que je marche dans la rue, pendant que je cours. Quand je cours, c'est un peu bizarre, parce que moi, j'entends pas en général, et les gens, ils me chopent. Donc c'est un peu bizarre, mais ça me dérange pas. Donc, genre, franchement, si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas, ça me dérange pas. Après, si je réponds un peu de manière bizarre, dites-vous aussi que vous êtes peut-être la 5e personne qui m'a arrêté aujourd'hui. En général, les gens, quand ils vous arrêtent, c'est genre, je peux prendre une photo? Oui. Je dis oui, hein. Et ensuite, bonne journée, quoi. Mais parfois, c'est que je dis bonne journée par automatisme, par réflexe pavlovien. Je dis à la personne bonne journée, et la personne, elle est un peu gênée parce qu'elle voulait me dire un truc. Donc je m'excuse. Si parfois, je vous ai dit bonne journée en mode laissez-moi tranquille, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste qu'au fait, dans ma tête, c'est devenu tellement un réflexe de croiser un abonné qui me dit ah putain Reg, je peux prendre une photo? Oui, et l'abonné lui dit bonne journée, que par réflexe moi je dis bonne journée aussi et en mode bah au revoir, quoi. Mais si vous voulez me dire un truc après, n'hésitez pas. C'est juste que bah, en fait je me rends pas compte parce que c'est devenu un réflexe pour moi. Après je me sens mal. Pareil quand je vais courir, ça ne me dérange pas de me faire arrêter quand je cours, mais c'est juste que bah, c'est un peu bizarre de se faire arrêter quand tu cours parce que moi j'écoute ma musique, je suis à fond dedans, je suis focus et il y a des gens qui gueulent Interstellar dans la rue. Donc c'est très particulier. Mais le truc c'est que moi je me sens mal d'ignorer les gens. J'ai envie d'au moins de réagir ou un truc comme ça, mais vu que j'ai ma musique, j'essaie de courir. J'ai pas couru depuis 6 mois aussi à cause de ça parce que ça me mettait un peu mal à l'aise. Et j'ai envie de remarquer quand les gens ils me disent un truc bonjour ou quoi. Maintenant, j'ai envie de courir avec ma musique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'écoute ma musique, bah j'entends rien. J'entends rien du tout. De temps en temps, j'entends quand un mec il gueule, il m'arrête et tout. Mais quand je cours, j'écoute ma musique, j'entends rien et du coup j'ignore les gens sans le vouloir. Et parfois je marche dans la rue et j'écoute ma musique en marchant, pas en courant, et j'ignore des gens sans m'en rendre compte. Et après ils m'écrivent un message, putain Red, tu m'as ignoré et tout. Je suis désolé. Franchement, moi quand je suis dans ma musique, dans ma rue, ou n'importe quelle rue, hein, mais avec la zik, je suis dans mon monde. Donc si vous voulez une photo, bah arrêtez-moi.
c'est pas grave, ça me dérange pas, vraiment, je vous jure, ça me dérange pas. Mais juste, si je vous ignore, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je suis toujours dans le mood pour parler aux gens, même quand je cours, même quand je marche et tout. Je suis toujours dans le mood. Il y a aucun problème. C'est mon travail aussi, entre guillemets. Hein. C'est mon travail, c'est normal. Il y a aucun souci. Ne vous sentez jamais coupable par rapport à ça. Mais si moi je vous ignore, s'il vous plaît, vous sentez pas mal non plus, parce que j'ai juste pas vu, j'ai juste pas entendu, j'ai juste pas fait gaffe. C'est pas que je voulais pas vous voir. Moi, j'ai toujours dit oui aux photos, j'ai toujours dit oui pour parler aux gens. Encore une fois, je leur dis si j'ai pas le temps, faut que j'aille, je cours et tout. Mais je m'arrête. Même quand j'ai pas le temps, je m'arrête d'ici pour une photo. Mais je dis aux gens, par contre, faut aller vite parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Ça me dérange pas. Mais juste si je vous ignore, désolé, j'ai pas fait exprès. Voilà, juste ça que je voulais dire. Donc en tout cas, merci à vous pour ça. Je suis conscient encore une fois de la chance que j'ai. Je compte rien lâcher tant que je peux. Je vous dois mon temps, encore une fois. Vous avez changé ma vie et je vous dois mon temps. C'est la moindre des choses. Je pense pas que l'année 2026 sera meilleure. Je pense que je vais continuer à faire les mêmes choses, j'espère de mieux en mieux. Donc je pense pas que ce sera meilleur en termes de stats ou d'argent. Je pense qu'on a atteint un plafond de verre en termes de tout ça. Je pense que là, on est au max que la chaîne peut faire un jour. C'est pour moi la meilleure année. Ça restera la meilleure année ever d'après moi. Je pense jamais que ça va évoluer. À voir. Je tape du bois encore une fois. Mais encore une fois, vous avez changé ma vie. Je fais un travail que j'aime, qui prend du temps et c'est pas toujours facile. Mais je vous dois ça. Je vous dois ça. Je me dois ça aussi. Il faut être sincère. Donc un grand merci à vous. Je ferai comme d'habitude une FAQ dans quelques mois, je pense. Voilà, là c'est juste une vidéo bilan. Un grand merci à vous. Vous avez changé ma vie pour toujours. Et même si j'arrête les réseaux un jour, c'était une expérience de fou, une sacrée aventure. Et ça, c'est grâce à vous, honnêtement. Donc un grand merci à vous. Et écoutez, je m'arrête là, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Vous savez ce qui se passe là. C'est le moment où je vais claquer le sponsor qui est là et qui parasite toutes les vidéos, mais qui rapporte 50% du chiffre d'affaires. Hein, ouais, celui-ci. Donc, sponsor, vous êtes prêts? Mais merci encore une fois à tous. Et je lâche la bête. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch pour du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.